Et la suite de notre grande matinale, vous le savez, c'est les présidentielles de 2022. Nous sommes, allez, à J-4, mais il reste à peine 3 jours de campagne pour que les uns et les autres puissent imprimer leur marque. Les derniers sondages indiquent toujours que c'est Emmanuel Macron qui fait la course en tête. Et évidemment, cette course en tête... Christopher Domba va nous expliquer si ça tient d'un miracle. Bonjour Christopher. Bonjour Joseph. Vous êtes le référent de la République En Marche en Ile-de-France et évidemment, vous buvez comme du petit lait les sondages qui vous sont favorables. Je ne dirais pas que je bois les sondages comme du petit lait, puisque je garde toujours une distance lorsque je regarde des sondages. On le dit régulièrement, les sondages, c'est une photographie à un instant T. Donc, bien sûr, on préfère être devant que derrière. Je me rappelle des sondages aux élections régionales. J'aurais aimé avoir des sondages aussi sympathiques. Mais bien sûr, il faut pas rester grisé par les sondages, tout simplement parce que si on suivait les sondages au régional, justement, le Rassemblement national devait gagner 2, 3, 4 régions. On a eu de nombreux sondages, comme aux États-Unis, qui indiquaient que Donald Trump n'avait aucune chance de gagner. Donc, nous sommes satisfaits de voir des sondages plutôt bons, mais il faut rester déterminé à continuer à convaincre chaque jour, tous les matins, au marché, aux gares, continuer à convaincre un maximum de citoyens déjà d'aller voter, puisque c'est la première chose, la plus importante. Nous voyons la guerre aux portes de l'Europe et je pense qu'aujourd'hui, si nos voisins ukrainiens voyaient les scores d'abstention qui sont que les sondages annoncent, ils seraient forcément déçus. Donc, voyons déjà l'importance du vote. Allons voter un maximum. Il y a 12 candidats. Il y a forcément un candidat qui se rapproche le plus de nos considérations, de nos convictions. Et une fois qu'un maximum d'électeurs se sera déplacé, j'espère que le nom qui ressortira le plus le soir du 10 avril, ça sera celui d'Emmanuel Macron. Macron avec vous, c'est un slogan plutôt simple, mais est-ce que ça vous dispense d'un bilan ? Non, bien sûr que non. Et je dirais non 2 fois, tout simplement parce que dans un premier temps, le bilan, nous en sommes fiers, puisque nous l'avons défendu de septembre à décembre. Nous avons défendu ce bilan pied à pied, que ça soit le dédoublement des classes, que ça soit les petits déjeuners à 1 euro dans les écoles, le renforcement du nombre de policiers qui nous permet de monter à 10 000 fonctionnaires de police en plus. Toutes ces choses-là nous ont permis de faire que la France redevienne le premier pays attractif en Europe. Nous voyons le nombre d'entreprises qui sont revenues. Donc, nous sommes satisfaits de ce bilan. Mais le bilan, j'ai envie de dire, ne fait pas gagner une élection. Donc, il y a ce bilan, nous en sommes satisfaits. Mais maintenant, nous voulons aller encore plus loin. Et le candidat l'a indiqué. Avec vous, ça ne doit pas être simplement un slogan, ça doit être une façon de faire pour les 5 prochaines années. C'est-à-dire que le candidat a indiqué qu'il souhaite associer beaucoup plus les habitants, les élus locaux, tous les corps intermédiaires. Comme il le dit, ça doit être une façon de faire. Nous devons avancer dans la participation citoyenne, la participation de tous dans la chose publique. Et ce n'est pas moi, élu à la participation citoyenne à Melun, qui serait contre. Donc je souscris totalement à cette façon de faire. Je pense que pour réenchanter les habitants à la chose politique, pour les ramener, pour donner du sens à l'action politique, il est important d'associer le maximum de personnes. Alors, Christophe de Gaulle, avant de regarder un peu ce que ça donne au niveau de l'implantation, je rappelle que Macron n'est que l'un de 12 candidats. En effet. Et France 2 avait proposé un débat avec un groupe de 6 candidats et M. Macron n'y est pas allé et Philippe Poutou
un de ses adversaires n'a pas manqué de les gratigner au passage. Hein. En l'ensemble, je crois savoir si vous avez des nouvelles de Macron. On pensait qu'il serait là. Est-ce que le président réchigne à s'asseoir avec les autres candidats? Non, non, non. Il y a deux choses. Oui. Le candidat l'a déjà indiqué. Il est candidat, mais il est président. Donc, je pense que les mêmes qui aujourd'hui critiquent le candidat qui ne serait pas présent à certaines émissions de télévision, le critiqueraient s'il faisait toutes les émissions de télévision et qu'il avait moins la casquette, si vous me permettez l'expression, de président. D'accord. Les mêmes diraient, mais que fait le président? Donc, il faut quand même raison garder. D'accord. À côté de cela, nous sommes dans une situation particulière. En effet, il arrive qu'un président soit candidat à sa réélection. Et lorsque le président est candidat, nous avons forcément des mécanismes un peu plus différents. Nous ne sommes pas comme en 2017 où tous les candidats étaient challengers et donc il y avait cette facilité. Donc le candidat a dit deux choses. Première chose, il se refuse à aller sur des formats débat ouverts à 11 ou 12, parce que vous imaginez bien, les candidats ont le même temps de parole. Oui. Donc ça voudrait dire que chaque candidat va se prendre son heure de gloire, entre guillemets, à invectiver le président, à l'interroger sur un sujet, et le candidat président, qui a le même temps de parole que les autres, va avoir son temps de parole amputé de 2/3, voire 3/4, à répondre aux autres. Et donc, il n'utilisera qu'un tiers ou un quart de son temps de parole pour faire ses propositions, pour présenter un projet. Oui. Donc, ce n'est pas sérieux. Ce que le candidat a fait sur TF1, il y avait eu une émission très intéressante sur TF1 où chacun a pu présenter son projet l'un après l'autre, et il y avait chacun qui a pu interpeller un autre pendant son temps, et ça a permis une fluidité, ça a permis à chacun de s'exprimer. Donc bien sûr, il est président en même temps. Il a indiqué que France 2, il n'est pas allé à cette émission tout simplement parce qu'il a fait la matinale de France Inter lundi. Donc il essaye aussi, et il a fait aussi dimanche en politique, je crois, il y a 10 jours. Oui. Donc, il essaye aussi de contenter tous les médias. Donc il y a eu TF1, là il y a... là il annonce un passage, un prochain passage sur France 2, voilà. Mais pas sur l'émission Élysée. Voilà. Non, pas sur celle-ci. Oui. Mais ce n'est pas bien grave, ça a permis aux autres de s'exprimer. D'accord. Mais Christophe de Gaulle, il y a un élément que vous avez vécu. Oui, Christopher, oui, merci Domba, monsieur Domba. Vous avez évoqué un élément qui nous paraît important. Vous êtes conscient quand même que ces 5 dernières années n'ont pas permis au parti du président d'avoir une assise locale. Tout simplement, alors nous en étions totalement conscients, et personne au sein du mouvement présidentiel, et encore moins de la majorité présidentielle que nous avons actuellement avec les différentes formations politiques, personne n'a fait croire que nous allions arriver avec une armée d'élus locaux au lendemain des municipales. Je me rappelle de Stanislas Guérini qui avançait l'objectif de 10 000 élus locaux au municipal, et je me souviens qu'à ce moment-là, on devait être au lendemain des européennes. Oui. Grand nombre de médias lui disaient qu'il jouait petit bras, il devait voir plus gros. Qu'après des européennes flamboyantes, il devait espérer rafler la mise dans de grandes collectivités, chose que nous savions impossible, puisque il y a une vraie distinction entre une élection nationale et un scrutin local. Un scrutin local, on élit son maire. Dans 90% des cas, son maire, on le connaît. On le voit le dimanche au marché, on le voit le samedi au marché. On peut l'attraper par le bras. Donc, il y a cette différence-là. Et moi, je n'ai aucune gêne à indiquer que cet ancrage local, il se fera lentement, il se fera dans la durée. On a longtemps pris l'exemple
du général de Gaulle qui gagne les élections présidentielles, les premières élections présidentielles au scrutin direct, et qui a son parti qui n'arrive pas à gagner les élections municipales dans la foulée. C'est normal. Tout le général de Gaulle qu'il était. Oui. Mais c'est normal. Cette implantation se fera dans le temps. Nous sommes satisfaits. Nous avons quelques élus locaux, quelques élus municipaux, nous avons des élus départementaux, nous avons des élus régionaux. Nous avons également créé des alliances avec des élus locaux en place. Certains maires ont décidé de travailler... Certaines alliances qui mettent entre guillemets un peu le bordel dans les camps des autres. Pas forcément, non. Il n'y a pas du tout volonté de mettre le bordel. Oui. Simplement, il s'agit, comme on l'a souvent dit, et on nous a souvent moqué du terme pragmatisme, mais il s'agit simplement de faire du pragmatisme, ce qu'on fait au niveau national, de le faire au niveau local. Lorsque un maire indique que pour lui, il n'y a pas de difficulté à travailler avec des élus de la majorité présidentielle, que les élus de la majorité présidentielle ne sont pas le grand Satan que certains présentent, eh ben, pourquoi se refuser de travailler avec un maire qui fait du bon travail et qui n'a qu'une envie, c'est faire avancer les choses pour ses concitoyens. Donc, bien sûr, il y a eu d'un côté des candidatures que nous avons envoyées parce que il y a aussi ce côté dans une formation politique, c'est former des cadres pour demain. Donc, il y a eu bien sûr des candidats qui y sont allés, certains ont perdu, certains y retourneront en 2026, et il y a eu des alliances qui ont été faites avec des élus locaux. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, hein, comme je disais, Macron est sur un nuage, même si... Alors, qu'est-ce qui expliquerait que les derniers sondages montrent ce resserrement avec Le Pen? Est-ce que parce que Le Pen accepte toutes les invitations et que le président choisit ses invitations? Alors, comme je l'ai dit précédemment, il ne s'agit que de sondages. Donc, je garde un petit peu de distance avec cela, mais ça n'empêche pas quand même de réfléchir, aux dynamiques, bien sûr. Tout le monde les regarde, donc ce serait mentir que de dire qu'on ne les regarde pas et qu'on ne cherche pas à les comprendre. Je pense que le candidat président de la République a eu une ascension à un moment donné, lors du déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. Oui. Il y a eu ce que certains journalistes appelaient l'effet drapeau, c'est-à-dire que de nombreux concitoyens se sont dit, finalement, le seul qui peut nous sauver, le seul en qui on peut avoir confiance, c'est le président sortant, le seul qui a les épaules, le seul qui est présent et qui va nous aider, c'est le président sortant. Pour ma part, j'y crois. Et je suis content que de nombreux Français y ont cru également. Mais Christopher Domba, arrêtons-nous un instant sur cette question. Il y a depuis quelque temps des appels au soutien qui apparaissent, mais les populations ultramarines ou d'origine africaine, qui sont des électeurs, je rappelle, selon les derniers sondages, ils représenteraient quelques 6% du corps électoral, se disent un peu inquiets par les prises de position des différents candidats. Il y a certains qui disent, voilà, c'est fini le droit du sol à 18 ans. Il y a d'autres qui parlent de rémigration. Et face à toutes ces propositions qui sèment le doute, qui sèment l'inquiétude dans le vivre ensemble, quel est le message qu'apporte La République En Marche? D'accord. Alors, vous allez voir que c'est lié. Je vais finir la réponse à la première, et tout est lié. Donc, voilà, il y avait cet effet drapeau. Donc, il y a eu cette montée dans les sondages. Ce qui est normal de la part qui a été indiqué par de nombreux sondeurs, c'est que cette montée, aussi fulgurante qu'elle a été, risque de s'effriter. Donc nous voyons les 5-6 points pris dans les différents organismes de sondage sont redescendus à 3-4 à peu près de perdus. Donc au final, nous revenons aux chiffres à des scores normaux. Voilà, aux chiffres d'avant l'effet drapeau. Donc voilà, il n'y a pas trop de risques. Et concernant Marine Le Pen, je pense que cette ascension de Marine Le Pen est liée au fait que Éric Zemmour a un discours de plus en plus dur, de plus en plus droitier,
qui ne lui réussit pas, puisque a priori dans les sondages, il n'est pas non plus il est scotché un peu à 10%. Extrêmement élevé, voilà, il reste à un niveau assez faible. Et je pense que la dureté dans son discours, ses positionnements, vous parlez de réémigration, vous parlez de ces choses-là, je pense que ça a un petit peu adouci le discours de Marine Le Pen, qui paraît comme être moins dur qu'Éric Zemmour, et donc qui gagne, qui prend dans les sondages. Et donc, pour revenir donc, au sujet, à la question que vous aviez posée, en effet, nous retrouvons dans une campagne où nous avons des candidats quand même, et on l'a entendu pendant la campagne des primaires des Républicains, et j'ai trouvé que peu de personnes en ont été émues. On a entendu quand même des choses que je ne pensais pas entendre en 2022. On a parlé de remise en cause du droit du sol au Congrès des Républicains. On entend Éric Zemmour parler d'un ministère de la réémigration. Il est en train de prôner des aides et autres qui ne seraient conditionnées. Bien sûr, c'est enrobé, mais on voit très bien ce qu'il essaie de dire quand il indique qu'un couple qui aura un enfant dans un village français avec donc 2 parents français dans un village français dans une ville de moins de 10 000 habitants avec les 2 parents français, et que le couple vit dans cette ville depuis 2 ans et qui s'engage à y rester les 3 prochaines années, ce couple aurait une prime de 10 000 euros. On voit très bien ce qu'il essaie de dire. Donc, nous avons en effet un risque énorme avec des discours comme cela. Et face à cela, nous avons un candidat qui parle, lui, de rassemblement. Lors du meeting à la U Arena de samedi, oui. Du samedi, qui a été un franc succès et qui a permis de célébrer cette fin de campagne qui était particulière, difficile, mais c'était quand même un bon moment de rassemblement. Un candidat qui, lui, a rappelé la nécessité du pacte républicain, du vivre ensemble, de la lutte contre l'assignation à résidence, de faire en sorte que chacun puisse choisir sa vie, d'où qu'il vienne, et surtout, quel que soit l'endroit où il vit. Et pour moi, la réponse est là. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire français, lorsque nous sommes dans l'école de la République, nous sommes français, et nous avons cette chance, tous, c'est d'avoir ce rêve français, comme on le disait en 2017, de pouvoir obtenir cette ascension sociale par l'école de la République. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, les mesures qui m'ont le plus touché, et les mesures qui me rendent fier aujourd'hui de défendre ce bilan, c'est les petits déjeuners à 1 euro dans les écoles, parce qu'on le sait très bien, lorsqu'un enfant est dans une famille qui n'a pas forcément les moyens, aller à l'école avec le ventre vide, c'est déjà quasiment mettre une croix sur son avenir. Ouais. Le dédoublement des classes, parce qu'on sait très bien que dans les zones REP+, lorsqu'on est dans une classe avec de 15-20 élèves qui ont de grandes difficultés, parce que les parents ne parlent pas forcément français, parce que on peut pas forcément les aider à la maison, on arrive déjà dans une classe où on envoie des gamins, je vais pas dire à l'abattoir, mais on les envoie quasiment au chômage ou sais-je encore. Donc nous avons ce projet républicain face à des projets mais extrêmement délétères. Emmanuel Macron, avec vous, hein, c'est le slogan du candidat, et ce dimanche, ce sera le premier tour de cette élection. Juste une question, qu'est-ce que vous redoutez le plus? Une abstention record ou peut-être une révélation qui peut mettre à mal votre candidat? Non, la seule chose on va dire que la révélation, pourquoi pas, si un grand nombre de citoyens se déplacent, il n'y a qu'une chose, c'est se plier face aux résultats. Donc une révélation, pourquoi pas. Moi, ce que je vais redouter, c'est l'abstention,
parce qu'il faut convaincre un maximum de nos concitoyens d'aller se déplacer. Nous avons cette chance énorme de pouvoir aller voter, nous avons cette chance énorme de pouvoir choisir son futur président, de pouvoir choisir sa future Assemblée nationale. Et je pense que on s'est peut-être un petit peu endormi dans ce naturel de l'élection, en se disant je peux aller voter si je veux. Non, c'est un droit, mais aujourd'hui, pour moi, il s'agit d'un devoir. Nous devons nous déplacer. Donc, ce que je redoute, c'est l'abstention, et ce que je redoute, c'est la démobilisation des électeurs de la majorité présidentielle, puisqu'il y a aussi ce discours ambiant de « c'est réglé, vous avez gagné, ça ne sert à rien de se déplacer ». Et on regarde déjà pratiquement que le second tour, alors qu'il faut passer le premier tour. Ouais. Pour aller au second tour, il faut déjà être dans les 2 premiers le soir du premier tour. Donc, il faut aller voter le 10 avril, extrêmement important. Si on ne peut pas, si on est en vacances, si on n'est pas près de son lieu de vote, il y a les procurations, elles ont été extrêmement simplifiées. On peut télécharger le formulaire directement en ligne, on peut aller au commissariat, on a encore la possibilité de faire ces procurations. Et voilà, il faut absolument que le maximum de concitoyens aillent voter. Quel serait pour vous si les chiffres de participation des quartiers, on le sait, c'est là où on s'abstient le plus, si ça s'améliore, ce serait quel signe ce serait pour vous? Ce serait un signe extrêmement favorable pour moi. Je n'ai qu'une envie, c'est que le maximum de concitoyens aillent voter, que le maximum de jeunes aillent voter et que le maximum d'habitants de nos quartiers aillent voter. C'est une possibilité incroyable. Choisir son prochain président de la République. Et je passe le maximum de mon temps à essayer de convaincre le maximum de personnes, déjà, de voter pour mon candidat. Ouais. Mais celui qui ne veut pas voter pour mon candidat, eh ben, ce n'est pas grave, mais qu'il aille se faire entendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 12 candidats. Il y en a quand même au moins un qui se rapproche le plus de ses convictions. Et s'il n'y a aucun candidat qui s'approche de ce qu'on croit, il y a encore le vote blanc qui est possible. Merci Christopher Domba. Je rappelle que Emmanuel Macron aura en face de lui Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, et oui, arrête de rigoler Christophe de Gaulle, je donne ma liste, et puis il y a tous ceux qui sont en dessous, donc Éric Zemmour, il y a Yannick Jadot, il y a Philippe Poutou, il y a Nathalie Arthaud. Voilà, Nathalie Arthaud. Fabien Roussel. Et Jean Lassalle. Voilà. Allez, merci Christopher Domba. Je rappelle que vous êtes le référent de la République En Marche et vous continuez en tout cas à sensibiliser pour ce premier tour pour votre candidat et votre slogan, c'est avec vous. Avec vous. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.